Aujourd'hui, elle a organisé une série de tests pour établir son profil physiologique. L'équipe surveille particulièrement sa consommation d'oxygène. C'est une référence en fait de la capacité physique. Et c'est maintenant une référence de qualité de vie, d'espérance de vie, etc. etc. Et ça permet de voir aussi bien l'état du cœur qu'effectivement des vaisseaux. Et donc, en règle générale, c'est l'état physiologique général, quoi. Là, dans le verre, là, c'est très bien. D'accord. Dans le verre, c'est facile. Avec l'âge, notre capacité à consommer de l'oxygène décline. Qu'en est-il chez Robert? Robert, c'est Annie, c'est pas Robert. Annie, il est mieux qu'en mars dernier. Hein. Regarde, il a été à 120, là, il est à 105 de fréquence cardiaque. Écoute, c'est bien, hein, tant mieux. Hein, je sais pas, à 43. Il est exceptionnel, hein, qu'est-ce que tu veux. Plus il vieillit et mieux il se porte. Il bat à 108 de fréquence cardiaque, à 63 au lieu de 123. Donc son cœur bat plus lentement pour la même puissance. De 20 battements quasiment, 15 battements. C'est énorme. Tu mets de puissance, là. Énorme. Bravo Robert. C'est bien évident que chez lui, son âge physiologique n'est pas de 100 ans, est inférieur. Au niveau cœur et au niveau poumon, disons que fonctionnellement, il se rapproche de quelqu'un de 50 ans, relativement entraîné. 50 ans. Robert a en quelque sorte 2 fois moins que son âge. Grâce à sa pratique sportive, il entretient son cœur et maintient sa consommation d'oxygène à un très bon niveau. Eh bien. Et comment que ça a été là? C'était bien. C'était bien? Excellent même. Parfait. Un vrai jeune homme. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est réversible, c'est-à-dire les effets de l'âge, on peut les réverser. Et Robert n'est pas une exception. C'est important parce que j'ai eu des gens qui avaient 80 ans, un couple de personnes de 80 ans, d'autres de 85 ans. Et en 20 séances d'entraînement, je les ai améliorés de 30% en termes de puissance et de consommation d'oxygène l'été dernier. Et c'est pas la peine de s'entraîner tous les jours. C'est le message que je veux faire passer, c'est que 2 séances par semaine de 20 à 40 minutes suffisent largement. Allez, tu veux que je tourne à 100 minutes là? Oui, tout non. Hein? Tu veux que je tourne à 100 Oh. Non. On progresse. 140. C'est bon, calme, calme. La révolution de la longévité est en marche. En 2 siècles et demi, l'espérance de vie n'a cessé de progresser au point que nous gagnons chaque année 3 mois de vie en plus. En France, selon les projections statistiques, la moitié des enfants nés en 2007 seront centenaires. Un phénomène jugé positif par une majorité d'entre nous. Si je suis encore indépendante et pleinement consciente de mes actes, pourquoi pas? Il y aura beaucoup de choses à faire. Profiter un peu de la vie, voyager. Je sais pas, moi j'ai 70 ans, encore 80 ans. Si c'est tranquille avec des gens sympas. Prendre des vacances, jardiner, planter ses propres légumes, fruits et légumes après, donc les cueillir soi-même, ce serait bien quoi. Ce serait l'idéal. Partout dans le monde, médecins et chercheurs tentent de percer les mystères de la longévité. Pourquoi certains d'entre nous vivent plus longtemps? Comment rallonger l'existence en bonne santé? Des découvertes prometteuses ont déjà vu le jour. Certains scientifiques espèrent même doubler notre espérance de vie. Vivre centenaire et en bonne santé, est-ce vraiment un rêve à la portée de tous? Existe-t-il une pilule miracle? Jusqu'où pourra-t-on repousser les limites de la vie? Comprendre la longévité, c'est d'abord comprendre ce qu'est le vieillissement. Nous avons posé la question au professeur Saint-Jean, gériatre à l'hôpital européen Georges Pompidou. Alors, expliquer le vieillissement, c'est une gageure impossible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos connaissances sont des connaissances très parcellaires et nous sommes incapables d'avoir une vision d'ensemble. Il y avait un chercheur américain qui disait que nos connaissances étaient à peu près du même niveau que celles qu'un groupe d'aveugles peuvent comprendre d'un mammouth en touchant des petites parties. Alors certains vont dire que le vieillissement c'est comme une défense, c'est très dur, d'autres vont toucher les poils du mammouth, dire qu'au contraire c'est quelque chose de très léger. Donc en fait on a une vision très partielle d'un mécanisme qui est bien sûr d'une complexité infinie puisqu'il mélange à la fois le parcours de vie des personnes et leur patrimoine génétique.
La science compte heureusement quelques chercheurs éclairés. C'est vrai que depuis, on va dire, une dizaine d'années, la recherche sur le vieillissement fait des progrès. C'est-à-dire qu'on a à notre disposition aujourd'hui des outils d'analyse moléculaire, d'analyse génétique, d'analyse biologique qui sont sans comparaison avec ce qu'on avait il y a 10 ans, il y a 20 ans, 30 ans. Et toutes les technologies informatiques nous aident énormément dans ce domaine. Alors... Pour déterminer les mécanismes du vieillissement, les scientifiques cherchent à pénétrer l'intimité de nos cellules. Jean-Marc Lemaître est l'un des grands spécialistes de la biologie moléculaire appliquée au vieillissement. Il a déjà percé certains secrets de nos cellules. Donc là, celles-ci, ces cellules jeunes, là, elles sont très très actives. Puis on voit qu'elles se multiplient et elles sont très, très mobiles. Hein, elles vont contacter les voisines, elles se divisent. Et par contre, ça, c'est les cellules sénescentes des patients de 74 ans. C'est ça. Donc là, quand tu regardes, là, tu as vu un peu l'étalement, c'est incroyable ça. Hein. Comment elles se sont étirées. À ce stade-là, elles ne bougent plus. Hein. Elles s'étirent et elles ne divisent plus. Là, c'est fini. Hein. On voit que nos organes vieillissent parce que les tissus qu'ils composent vieillissent. Et ça veut dire que les cellules qui les constituent fonctionnent moins bien. La cellule n'est plus capable de renouveler le tissu en se divisant, en proliférant et en remplaçant des cellules qui auraient été endommagées. Non seulement elles sont de moins en moins capables de régénérer le tissu par leur multiplication, mais aussi elles sécrètent des facteurs très particuliers qui sont capables de désorganiser le tissu, des facteurs inflammatoires. Et on sait qu'un certain nombre de pathologies du vieillissement sont de nature inflammatoire. Le vieillissement, c'est donc l'accumulation de ces cellules devenues dysfonctionnelles. Elles entraînent la détérioration progressive de nos organes et pourraient être responsables de la survenue de certaines pathologies, le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer. Mais pourquoi nos cellules dégénèrent-elles ainsi ? Alors tout au long de notre vie, nos cellules sont soumises à tout un ensemble de stress variables qui sont depuis l'oxydation, qui est due simplement au fonctionnement lui-même de la cellule. Et donc son métabolisme génère à faible taux un ensemble de radicaux oxydants. En plus, on a bien sûr tous les agents qui peuvent endommager notre génome et qui sont probablement nombreux dans notre environnement. Un certain nombre de rayonnements peuvent le faire, des fumées diverses, aussi bien la fumée de cigarette. Jour après jour, nos cellules subissent des attaques internes et externes. On parle de stress oxydatif car ces agressions agissent comme une espèce de rouille qui abîme nos cellules. Conséquence de ce processus, les cellules vieillissent et fonctionnent de façon anormale dans nos tissus et nos organes. Normalement, nous avons des mécanismes de défense et de réparation, mais qui ne sont pas toujours parfaits et qui fonctionnent différemment d'un individu à l'autre. Et peut-être que c'est une des raisons pour laquelle nous observons certaines familles qui ont des longévités exceptionnelles parce qu'elles ont un patrimoine génétique qui va leur permettre de résister un petit peu mieux à tous ces stress. Face à ce tableau angoissant de l'inexorable détérioration de nos cellules et au final de tout notre organisme, il y a tout de même quelques espoirs. Nous aurions les moyens d'agir. Prenons l'exemple de l'œil. Dans le cadre du vieillissement, c'est souvent l'un des premiers organes qui se dégrade et finit par développer des pathologies. Regardez tout droit. Nous sommes aux consultations ophtalmologiques du professeur Souyed au CHU de Créteil. Ce patient est atteint d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA. Très bien. Bon, monsieur Cagnard, on peut reculer. Vous êtes toujours stable. Eh bien, tant mieux. La dégénérescence maculaire liée à l'âge, elle apparaît à partir de l'âge de 55 ans. Dans sa définition, bien entendu, l'incidence augmente avec l'âge. À 55 ans, c'est moins de 0,5% de la population. Après 80 ans, on est aux alentours de 15 à 20%.
On pense effectivement qu'il y a des phénomènes d'accumulation, de phénomènes inflammatoires, d'accumulation de débris lipidiques dans la rétine. Si vous voulez, les mécanismes physiologiques d'élimination des petits débris marchent très bien tant qu'on est jeune, mais avec le temps, ces mécanismes ne sont plus aussi performants et puis les tissus ne sont plus de la même qualité, ce qui fait que les débris s'accumulent. La DMLA entraîne une déformation de la vision et peut conduire jusqu'à la cécité. Regardez tout droit. Mais la médecine a récemment découvert que nous pouvons retarder le vieillissement de la rétine et diminuer le risque d'apparition de la maladie. Comment enlever les mauvais lipides? On ne peut pas, avec nos petits bras, enlever les mauvais lipides. Alors peut-être qu'en mettant plus de bons lipides, par encombrement spatial, il y aura moins de mauvais lipides. C'est une question de balance. Et les bons lipides, à l'évidence, selon toute la littérature, c'était les oméga 3 et en particulier le DHA. Le DHA agirait comme un antioxydant sur les cellules de la rétine. On le trouve en grande quantité dans les poissons, en particulier les poissons gras. Le professeur Souyed a réalisé une étude clinique à ce sujet. Les résultats viennent d'être publiés, ils sont impressionnants. Le risque de DMLA diminue de 68% grâce à une alimentation enrichie en DHA. Avancer en âge, en bonne santé, ça va être le fruit, d'un patrimoine génétique favorable, et les dés sont jetés quand on est. Et puis, effectivement, il y a une marge de manœuvre que chaque individu a. Mais c'est vrai qu'autour de l'alimentation, il y a des choses intéressantes que l'on devine. Dans notre mode de vie, on peut changer un certain nombre de choses. Les scientifiques n'ont pas encore résolu tous les mystères du vieillissement cellulaire et des maladies qui en découlent. Mais ils savent dorénavant que nous pouvons, par nos actions, protéger notre organisme. Pour favoriser la longévité, il existe plusieurs recettes. Certaines sont inattendues. Voilà. Et puis là... Alors attends, ça on l'a vu. Nous retrouvons Robert Marchand, le champion de vélo, avec son amie Annie. En 100 ans de vie, Robert a eu le temps d'accumuler les expériences et sans doute d'en tirer quelques leçons. Voilà. Ça, c'est un vélo. Voilà. Il y a un mois que je l'ai seulement. Vous voyez, regardez. Voilà. Vous savez combien il a, combien il a de kilomètres? Il a 250 kilomètres. Avaler des kilomètres, cela n'a jamais effrayé Robert. En 1945, après avoir affronté 2 guerres et quelques autres incendies, cet ancien pompier décide de quitter la France. À 34 ans, il part s'installer au Venezuela, puis au Canada. Là, attends, là. Bon, là du Canada, là. Tiens. Là, je travaillais là, hein, bûcheron au Canada, ouais, de 55 à 58. Et je me suis là, quand je suis revenu du Canada, parce que j'avais décidé que plus personne ne me commanderait. Hein, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Et pour que personne me commande, il fallait que je travaille. Je me suis lancé dans la culture maraîchère. Ah, un travail de forçat. Hein, un travail de forçat. Hein, et je faisais tout à la main. Il n'y avait pas de tracteur, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien du tout. Hein. Et je vendais des tomates, vous savez à combien? 25 centimes le kilo. Vous vous rendez compte? Hein? Le fait qu'il ait bourlingué pas mal, on dira, Canada, il a fait quand même des métiers durs, il a fait beaucoup de métiers, mais bûcheron au Canada, c'est quelque chose, quand il en parle, il dit, tu sais, il fallait pas s'endormir avec des moins 40, sinon t'étais foutu. Et il a fait beaucoup de métiers assez durs. Hein. Donc il faut être dynamique et puis avoir de la volonté. Ouais, je pense que oui. Il en a, ça, il a de la volonté. Hein. Il a de la volonté. Hein. Il fait sa gymnastique tous les jours, il s'entretient quand même. Hein. Est-ce que tu penses que ton secret, il est lié à ton activité continuelle? Je ne sais pas. Vous me demandez, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. J'ai la chance, j'ai quand même la chance, c'est... Jusqu'à maintenant, je touche du bois, il n'y en a pas de bois. Oui. Si. J'ai pas de gros pépins. Pas de gros pépins. J'ai pas de gros pépins. Mais il y a quand même, 5 ans, là, je me suis quand même dit, ah merde, Robert, tu vieillis quand même.
Je vais manger une banane. Allez, tiens, je vais manger une banane. Robert a peut-être de bons gènes, mais il a surtout de l'optimisme. Même dans les moments difficiles, il a toujours su apprécier le goût de la vie. Les médecins le disent, c'est une des clés de la longévité. On mange beaucoup de bananes. Des petites bananes comme ça au Venezuela. J'ai toutes petites comme ça. Ça, c'est de la banane. On mange beaucoup de salade. D'autres conseils suivent. Comme ça, comme ça. La salade, vous voyez. La salade. La salade. Le champ, voilà. Avec de ça, vous voyez. C'est de la myrtille. Non, rien de meilleur. Pour les yeux. C'est très très bon. Je jette de ça, oui, avec moins de sel. Vous faites attention à ce que vous mangez. Ah oui, parce qu'en général, c'est trop salé. Les gens, ils mangent trop salé. Les gens, ils mangent jusqu'à 25 grammes de sel. Il n'y a rien de plus même. C'est un poison violent. Hein? Et puis alors, j'achète aussi là, vous voyez, j'achète de ça, des filets de maquereau, des sardines. Le maquereau, c'est un poisson gras. C'est très très bon. Et puis les sardines, c'est très très bon aussi. Et j'en mange une ou deux fois par semaine. Voilà, c'est tout. Et puis alors, j'achète des légumes, vous voyez, j'achète des légumes. Hein. Ça c'est très bon. Parce que tout ce qui est en conserve comme ça, c'est de la première qualité. Ils ne peuvent pas mettre de la cochonnerie. Ils sont obligés de mettre de la bonne qualité. Voilà. Est-ce que vous mangez beaucoup ou en quantité raisonnable? Non, mais quand je quitte la table, j'ai toujours faim. C'est une règle. Je suis jamais bourré. Faut pas. Hein. Faut rester toujours un petit peu sur sa faim. Je mange pas des patates comme ça, moi, non. Le matin, midi et soir, pas plus. Et le soir, je mange pas. En général, je mange presque pas le soir. Et vous pensez que ça explique que vous êtes centenaire? Ah, je ne sais pas si c'est ça, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Ça c'est... Je ne sais pas. Qui peut savoir? Je pense que c'est bon, puisque j'arrive, je vais avoir 102 ans bientôt. C'est que c'est bon, hein? Qui peut savoir? Ce chercheur peut-être. Fabien Piffery n'a pas étudié le menu de Robert, mais celui des résidents de ce château. Voici un microcèbe, une petite espèce de lémurien. Il est extrêmement cool. Il attend, lui, que ça se passe. De toute façon, toutes les semaines, on les manipule. Au moins 1 à 2 fois par semaine. Donc, il sait très bien que ce qui va finir par se passer, c'est que je vais le remettre dans sa cage tranquillement. Et il n'est pas particulièrement inquiet pour sa pesée hebdomadaire. Dans ce centre CNRS, on étudie l'impact de la nutrition sur la longévité. En effet, certains modèles alimentaires semblent favoriser le grand âge. C'est le cas du modèle Okinawa, une île située au Japon. Par tradition, les habitants de l'île d'Okinawa ont tendance à manger moins que les autres habitants du Japon notamment. Et ça se traduit par une très grande longévité sur cette île. À Okinawa, c'est là qu'on trouve la plus grande population de super centenaires au monde. Et ce serait en partie dû à cette tendance à manger moins, à être de façon naturelle en restriction calorique. Pour vérifier si ce lien entre restriction et longévité est réel, le chercheur a donc mis certains de ces lémuriens au régime. C'est un régime qui est composé d'une bouillie, qui se compose essentiellement de céréales, de blé, et de fromage blanc, de jaune d'œuf, et également de pain d'épices. Donc c'est une bouillie qu'on fait maison. On complète avec de la banane. Et donc quotidiennement, la quantité de bouillie et de banane est pesée pour chaque animal.
Les animaux contrôle reçoivent, dans l'exemple ici, 15 grammes de bouillie par jour et 6 grammes de banane. Et les animaux en restriction calorique vont recevoir 10 grammes de bouillie et 4 grammes de banane, ce qui fait 30% de calories en moins par rapport aux animaux contrôle. L'expérience de restriction calorique a déjà fait ses preuves chez les rongeurs, mais elle n'avait, jusqu'à maintenant en tout cas, jamais été testée chez des primates. Donc c'est particulièrement intéressant de tester cette restriction calorique chez un primate comme le microcèbe, dans le but de l'appliquer ensuite éventuellement à l'homme. Donc on suit l'animal tout au long de la vie. C'est un animal qui vit environ entre 8 et 10 ans. Si on voulait faire le même type d'étude chez l'humain, ça nous prendrait des dizaines d'années. Et c'est pratiquement impossible de faire ce type d'étude chez l'homme. Voilà 6 ans que l'étude a débuté. Les premiers effets observés sont déjà surprenants. 977 FAA, qui est un animal restreint, et qui est âgé de 10 ans. Voilà, il a un pelage qui est encore assez roux, pas très grisonnant. Il grisonne un petit peu, mais il est très très beau. Il fait vraiment jeune. Alors, je vais vous présenter un animal contrôle, donc qui est nourri avec une quantité de nourriture standard, on va dire. Donc on a un animal relativement dodu, qui a le poil bien grisonnant. Donc c'est un animal qui a 8 ans. Les lémuriens en restriction semblent vieillir moins vite que les autres. Mais vivront-ils vraiment plus longtemps ? Plus de la moitié des animaux contrôle sont décédés à ce jour, et c'est pas encore le cas pour les animaux restreints. Donc il semblerait qu'on ait, pour le moment en tout cas, une tendance à une amélioration de la longévité chez les animaux en restriction calorique comparativement aux animaux contrôle. Cela dit, il faut attendre que l'ensemble des animaux soient décédés pour pouvoir tirer des conclusions définitives. Ce qui est déjà prouvé grâce à différents tests, c'est que ces lémuriens restreints vieillissent en meilleure santé. Ils développent moins de diabète et de maladies cardiovasculaires que les animaux contrôle. On s'intéresse également aux fonctions motrices, entre autres à la force musculaire ou à la coordination motrice. Et là, on va vous présenter un test qu'on fait passer à nos animaux. Donc on place l'animal sur cette roue, donc sur un des compartiments de la roue. On va l'aider. Voilà, donc tant que l'animal continue de marcher sur la roue, c'est que il a une coordination motrice efficace, hein. Il arrive à aller contre l'accélération de la roue. Et au bout d'un moment, à partir d'une certaine vitesse, il ne va plus y arriver, il va s'agripper à la roue. Voilà. Donc quand l'animal fait plusieurs tours comme ça autour de la roue, c'est qu'il n'est plus capable de coordonner son mouvement, parce que la roue tourne trop vite pour lui. Et ce qu'on a pu montrer comme résultat général pour ce qui concerne la restriction calorique, c'est que les animaux en restriction calorique ont une meilleure coordination motrice, c'est-à-dire qu'ils tiennent beaucoup plus longtemps sur la roue à pouvoir marcher sur cette roue que les animaux contrôle. Avec l'âge, ils se maintiennent mieux. Avec l'âge, les animaux en restriction calorique se maintiennent mieux que les animaux contrôle. Alors c'est très intéressant dans le cadre du vieillissement, tout simplement, puisque au cours du vieillissement chez l'humain, on observe un déclin des fonctions motrices, un déclin aussi de la coordination motrice, même de la motricité fine. Et donc c'est particulièrement intéressant, si on applique ça à l'humain, de se dire qu'on a des traitements nutritionnels, comme la restriction calorique, qui pourraient permettre d'éviter ce déclin des fonctions motrices et de la coordination motrice. Les mécanismes biologiques expliquant ces résultats n'ont pas encore été formellement établis. Mais il se pourrait que la restriction calorique modifie les informations envoyées par nos gènes dans l'organisme. Autrement dit, grâce à une alimentation saine et équilibrée, nous pourrions influencer positivement le fonctionnement de nos gènes.
un col à votre nom? Maintenant, j'ai un col à mon nom. Oui, officiellement. Voilà. Vous voyez, regardez. Voyez, c'est pas moi qui raconte des histoires. Je suis le seul en France qui a un col à mon nom. Et alors, ça fait quoi d'avoir un col à son nom? Ça me fait rigoler. Nutrition, sport, optimisme. Selon les scientifiques, notre mode de vie et notre environnement influenceraient notre longévité à 70%. C'est dire que notre destin est en grande partie entre nos mains, à condition tout de même de naître au bon moment et au bon endroit. Emmanuel Vigneron, professeur agrégé, a étudié l'espérance de vie à travers l'histoire et la géographie. Il nous explique. Cette augmentation de l'espérance de vie, elle est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, l'espérance de vie était de 30 ans, comme elle l'était à l'époque de Lascaux ou de la grotte Chauvet. Ce n'était pas du tout différent. Et soudain, comme je l'ai déjà écrit, dit souvent, parce que c'est une expression que j'aime bien, le centenaire est devenu monnaie courante, parce que des progrès considérables dans l'agriculture, mais aussi dans l'industrie, dans la construction, commençaient à se faire jour. Tout ceci a permis une élévation du niveau de vie, bien sûr. Et de cette élévation du niveau de vie est née une augmentation de l'espérance de vie. Parallèlement à ces progrès, dans l'ordre de la vie des personnes, d'autres progrès se sont faits jour, un petit peu plus tard. Ce sont les progrès de la médecine. Ces progrès médicaux ont été très décisifs. Aujourd'hui, c'est dans les pays riches que l'espérance de vie moyenne est la plus élevée. Après le Japon, la France est l'une des championnes de la longévité. L'espérance de vie moyenne y est de 81,8 ans. Mais quand on se penche de plus près sur la carte, cette réalité est à nuancer. Il existe des disparités selon les territoires. Le professeur Vigneron a notamment étudié le cas de l'agglomération parisienne. Si on prend une personne qui vit dans ce qu'on peut appeler, à juste titre, car ils le sont réellement, les beaux quartiers parisiens, par exemple dans le 5e arrondissement, le 6e, le 7e, le 5e à la station Port-Royal par exemple, eh bien, cette personne a un risque de mourir une année donnée, compte tenu de son âge, qui est de 30% inférieur à ce même risque en moyen en Île-de-France. La situation, elle se détériore pourtant si on suit la ligne du RER et que on se dirige vers le nord. En 10 minutes, le risque va s'inverser. Passons la station Châtelet, arrivons gare du Nord, et le taux de mortalité a déjà augmenté par rapport au beau quartier. En effet, si l'on vit dans le quartier de la gare du Nord, le risque de mourir une année donnée est de 7% supérieur à la moyenne de ce risque en Île-de-France. Et si cette personne habite plus au nord, ne serait-ce qu'à la plaine Stade de France, en Seine-Saint-Denis, eh bien, son risque de mourir est presque de 30% supérieur à ce qu'il est en moyenne en Île-de-France. Autrement dit, en moins d'un quart d'heure de trajet, le risque de mourir augmente de plus de 80%. Pourquoi? Parce que le système de santé est inégalitaire. On a des régions où l'offre de santé est très dense, tout à fait considérable, et des régions où l'offre de santé est très faible. Ce n'est pas le seul facteur. Le niveau de vie des populations n'a rien à voir. Les conditions de vie, le cadre de vie, tout est différent. Beaucoup de choses jouent. Obligation nous est faite de lutter contre ces inégalités, car le projet de la République est bien un projet d'égalité des citoyens.
Un constat amer qui souligne que l'espérance de vie n'est pas qu'une affaire de science, mais aussi de volonté politique. Pour augmenter l'espérance de vie, il faut réduire les inégalités économiques et sociales. Et pour cela, on n'a pas encore trouvé de remède miracle. En attendant, la recherche médicale continue à progresser. Au-delà des recettes déjà établies qui peuvent faire espérer quelques années de vie supplémentaires, des découvertes récentes pourraient bien bouleverser de façon spectaculaire la durée de notre existence. C'est la médecine de demain. Aux États-Unis aussi, on se passionne pour les questions de longévité. Ici, l'espérance de vie est de 78,8 ans, soit 3 ans de moins qu'en France. Atteindre les 100 ans et plus, pourquoi pas, si c'est en bonne santé. Oui, ce serait super, tant que je garde la forme. Je pense que je peux aller jusqu'à 100 ans et plus. C'est un bon âge. J'aimerais si mon mari est toujours en vie aussi. J'ai promis à ma fille de lui faire découvrir le monde, donc j'espère avoir cette chance. 3 mots. Gardez le sourire, et la vie continue. Dans l'Illinois, à 200 km au sud de Chicago, voici Springfield. Sous ses airs paisibles, la ville abrite pourtant un centre médical très actif. Nous avons rendez-vous avec l'un de ses chercheurs, Andrés Bartke. Bienvenue. Venez, je vous conduis au laboratoire. Il est professeur en physiologie. Et dans son laboratoire, la star, c'est la souris. Alors c'est une star. C'est elle qu'on va filmer aujourd'hui. À la base, le professeur Bartke est plutôt un spécialiste des questions de reproduction. Pas grand-chose à voir avec la longévité. Pour ses travaux, il utilise parfois une souris particulière. Voici des souris normales et voici les souris naines. Je crois que je n'ai même pas besoin de le préciser, on voit bien la différence. Ces souris naines ont une mutation génétique qui entraîne des variations hormonales. Elles présentent notamment un déficit en IGF-1, une hormone qui favorise la croissance des tissus. En travaillant sur ces souris, le professeur a noté un peu par hasard un phénomène étrange. Voilà, ça c'est un graphe qui compare la durée de vie des souris naines avec les souris normales. Les souris normales sont en rouge et les souris naines en vert. Vous pouvez voir pour les souris normales qu'à partir de 2 ans, plus de la moitié sont déjà mortes. En comparaison, les souris naines ne commencent pas à mourir avant 2 ans et demi. Et la plupart vivent 3 ans. Certaines atteignent même l'âge de 4 ans. So I guess I have to promise that I won't ruin anything you're doing. I think you should come over. I shouldn't. We were very interested in this finding. On était très intéressés et même enthousiasmés par ces résultats. On n'imaginait pas qu'il y aurait une telle différence de durée de vie. Et c'était tellement passionnant qu'on a peu à peu lâché tous les autres domaines de recherche sur lesquels on travaillait pour se concentrer sur cette étude sur le vieillissement. Comment ces souris ont-elles pu doubler leur espérance de vie? Au fil des recherches, l'équipe a établi que leur organisme se dégrade moins vite et qu'elles semblent protégées de plusieurs pathologies liées au vieillissement. En particulier, elles développent très peu de diabète et très peu de cancer. Avoir moins d'hormones IGF-1 aurait donc quelques avantages. Vous savez, l'une des souris naines de notre laboratoire a, tout simplement refusé de mourir. Elle a vécu jusqu'à ses 5 ans. Et c'est comme cela que j'ai eu le prix Mathusalem. Vous voyez, ça, c'est le prix Mathusalem, avec mon nom. Depuis, aux États-Unis,
Plusieurs chercheurs essaient de comprendre les modifications biologiques découlant de cette absence d'IGF-1. Ils ont déjà un début de réponse. Rappelons-nous qu'au fil du temps, nos cellules subissent des stress oxydatifs qui les font vieillir et rendent leur fonctionnement anormal. Les cellules de ces souris naines semblent comme protégées de ces stress. Et quand il y a trop de stress et que les cellules finissent par être endommagées, elles s'autodétruisent, évitant ainsi de se transformer en cellules cancéreuses. Évidemment, la grande question que tout le monde se pose maintenant, c'est est-ce que cela s'applique aux humains? Il y a 2 ans, une étude a été publiée en Équateur. Il y a là-bas, dans une zone du pays, un groupe de la population atteint de nanisme. Ils ont ce qu'on appelle le syndrome de Laron. C'est un groupe d'une centaine de personnes. Et un médecin local les suit depuis plus de 20 ans. Et il a collecté beaucoup de données sur eux. Vous voyez ici, ce sont ces patients atteints du syndrome de Laron. Et à côté, c'est le docteur Guevare. C'est le médecin local. Ça, ce sont les résultats de l'étude publiée sur ces Équatoriens. Et vous voyez ce que cela montre? Pas de diabète, et donc aucun décès lié au diabète. Et regardez, il y a un seul cas de cancer sur 99 individus, et pas de décès. La personne a été guérie. C'est énorme. C'est incroyable. Cette étude a fait beaucoup parler. Ces Équatoriens atteints du syndrome de Laron présentent eux aussi un déficit de l'hormone IGF-1. Et comme les souris du professeur Bartke, ils sont comme naturellement vaccinés contre le diabète, le cancer et peut-être même Alzheimer. Pour autant, leur durée de vie reste dans la moyenne de la population, car leur syndrome favorise à l'inverse d'autres maladies. Mais ces découvertes sont encourageantes. Certains scientifiques cherchent même déjà comment neutraliser ou diminuer l'hormone IGF-1 dans notre organisme une fois notre croissance achevée. Peut-être parviendront-ils ainsi à doubler notre espérance de vie, comme ces souris. Jusqu'à encore récemment, on pensait que la durée de vie était fixée pour chaque espèce. Pour les souris, c'était 2 ans, 3 ans maximum. Pour les vaches, 25. Pour les humains, dans les 100 ans, 110 ans maximum. Et récemment, toutes ces expériences montrent qu'on peut peut-être reculer ces limites. En attendant, une autre piste prometteuse nous conduit en Suisse. Nous avons rendez-vous dans une banque d'un nouveau genre, près de Montreux. Ici, ce ne sont pas des lingots que les clients veulent protéger. Là, je vais rentrer dans la base de données les différentes informations liées au dépôt. Le nom de la mère, le nom de l'enfant, la date de réception. C'est une étape très importante de la procédure. Georges Macridis est le directeur de l'établissement. Nous avons des clients de plus de 50 nationalités. Nos clients stockent ici les cellules de leurs enfants ou leurs propres cellules pour avoir une sorte d'assurance biologique. C'est-à-dire qu'ils pourront les utiliser dans le futur pour améliorer leur santé et même, parfois, ces cellules peuvent leur sauver la vie. Ces cellules, ce sont des cellules souches. Leur existence a été découverte dans les années 50. Depuis, les scientifiques ont mis à jour leur étonnante potentialité.
Ceci est une photo d'un type de cellule souche. Les cellules souches sont l'une des composantes clés de notre corps. Ce sont des cellules qui, tout au long de notre vie, se régénèrent, se reproduisent. Et en même temps, elles créent les différentes cellules qui composent notre corps. Ces cellules peuvent être intéressantes pour la médecine en raison du rôle qu'elles jouent dans notre santé. D'abord, elles remplacent les cellules qui vieillissent et meurent. Ensuite, elles se précipitent dans les zones endommagées de notre corps et réparent les problèmes. Par exemple, quand on se coupe la peau, eh bien, cette zone va être régénérée et reconstruite par les cellules souches qui se précipitent dans cette zone pour réparer les dégâts. Il existe différents types de cellules souches avec des potentialités différentes. On trouve ces cellules dans divers endroits de notre corps, mais leur nombre diminue avec le temps. Cette banque biologique propose donc de congeler et stocker nos cellules souches pour les utiliser plus tard en cas de besoin. Depuis le début des années 2000, environ 130 structures privées proposent ce type de service dans le monde. Là, c'est un prélèvement de cellules souches issues du sang de cordon ombilical. Elles sont collectées après la naissance du bébé. Elles proviennent du cordon ombilical et du placenta, qui d'habitude sont détruits après la naissance. Ces cellules souches extraites du sang de cordon ont la capacité de régénérer notre sang en cas de problème, puisqu'elles sont capables de se transformer en globules rouges, en globules blancs ou encore en plaquettes. On les appelle cellules médicaments. Leur stockage constitue une sorte d'assurance en cas de survenue d'une maladie du sang telle que certaines anémies ou leucémies. En cas de besoin, ces cellules souches pourront être utilisées par le client pour ses enfants, pour un frère ou une sœur, ou bien un autre proche. Il pourra aussi choisir d'en faire un don anonyme. Cette zone stérile est de niveau C. Ensuite, le prélèvement est désinfecté à nouveau et placé dans un nouveau sas, où il faut le laisser quelques minutes avant qu'il pénètre dans la salle stérile de niveau B. Elle est encore plus aseptisée. Dedans, ce prélèvement est traité sous une hotte de stérilisation de niveau A. C'est la zone la plus propre qu'on puisse trouver. Dans cette salle confinée, les cellules souches sont conditionnées avant d'être congelées pour conservation. Coût total pour les clients, 2 000 €. Alors là, je mets l'échantillon dans le planeur. C'est une machine qui permet de refroidir de manière progressive la température. Donc on part à 4 degrés et on descend progressivement jusqu'à moins 150 degrés. Ça prend à peu près 35 minutes. Si on met les cellules directement à moins 190 degrés, quand on les décongèle, elles survivent moins bien à la congélation. On peut les stocker des dizaines d'années. Actuellement, il y a déjà un certain nombre d'applications médicales possibles grâce à ces cellules souches. Mais la recherche médicale se poursuit pendant que nous parlons. Et chaque année, on trouve de nouvelles applications possibles. Aujourd'hui, nous cherchons comment soigner les maladies à l'échelle de la cellule. Au lieu de soigner au niveau macroscopique, on va à la source du problème. Directement au niveau de la cellule. On essaie de guérir et réparer le corps au niveau de la cellule. C'est ce qu'on appelle la thérapie cellulaire ou la thérapie régénérative. La thérapie régénérative, une nouvelle médecine et peut-être un business prometteur. Partout dans le monde, un nombre croissant de banques privées comme celle-ci proposent de stocker ces cellules issues du sang de cordon et du placenta.
En France, ces pratiques commerciales autour des cellules souches dérangent. Les banques privées sont pour l'heure interdites. Certains médecins le déplorent. Faut-il revoir nos principes éthiques pour favoriser le progrès scientifique? À Montpellier, nous retrouvons le professeur Lemaître, notre spécialiste des cellules et des mécanismes du vieillissement. Pour lui, le débat est ailleurs. Alors, ces cellules souches de sang de cordon, bien sûr, ont un potentiel important, mais on ne peut pas reconstituer n'importe quel type de tissu avec ces cellules. La seule cellule qui a toutes les potentialités, c'est la cellule souche embryonnaire, qui, si elle devait servir, c'est elle, effectivement, qu'il faudrait stocker. Et cette cellule a cette capacité unique de pouvoir se différencier dans n'importe quel tissu de l'organisme, du cœur, des cellules cardiaques, des cellules de la peau, et différents types cellulaires. Revenons à la source. La vie commence par la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule. L'œuf fécondé va donner les tissus et l'embryon. Au 5e jour de développement de l'embryon, une cellule souche embryonnaire apparaît. C'est la cellule de notre prime jeunesse. Elle se divisera ensuite en cellules filles qui se diviseront et se spécialiseront pour donner les tissus de nos différents organes. Si l'on veut récupérer cette cellule souche dite pluripotente, capable de produire n'importe quel type cellulaire, il faut donc manipuler des embryons et les détruire. Partout dans le monde, les lois bioéthiques l'interdisent. Avec son équipe, le professeur Lemaître a peut-être trouvé comment contourner le problème. Le point de départ, c'est récupérer des cellules d'un patient, qu'il soit sain ou malade, et qui est, nous travaillons sur le vieillissement, donc patient âgé. On prélève un petit échantillon de peau, une petite biopsie, pour récupérer les cellules qui sont à l'intérieur et pouvoir s'en servir pour reprogrammer vers cet état pluripotent embryonnaire pour essayer d'avoir des cellules souches qui présentent une capacité unique de pouvoir se redifférencier ensuite dans n'importe quel type cellulaire. Donc en fait, on va extraire les cellules qui sont dans cette petite biopsie sous la couche, enfin dans la couche inférieure là. Alors, pour reprogrammer une cellule d'un patient, qu'il soit jeune ou âgé, on utilise un ensemble de facteurs, qui sont dits facteurs reprogrammants, que l'on fait pénétrer dans la cellule et qui, en quelque sorte, vont réveiller le programme de la cellule souche embryonnaire et lui conférer les capacités d'une vraie cellule souche embryonnaire. En quelque sorte, les capacités de sa jeunesse, sa prime jeunesse en tout cas. Pendant cette reprogrammation, eh bien, les cellules vont commencer à changer de morphologie. Elles vont partir d'une cellule sénescente qui ne bouge pas, qui ne bouge plus et qui est arrêtée dans son fonctionnement. Et elle va se diriger petit à petit vers ce qui est caractéristique d'une cellule souche embryonnaire, à la fois au niveau de son programme d'expression de ses gènes, de sa morphologie, et surtout une caractéristique unique de cette cellule, c'est qu'elle est en culture immortelle. C'est-à-dire qu'on peut la multiplier à l'infini, qu'elle conserve ses propriétés et qu'on peut, on ne voit pas de signe de vieillissement, pas de sénescence, et elle est dans un état juvénile éternellement. C'est une cellule immortelle. En quelque sorte, oui, elle est immortelle. Retrouver toutes les facultés de la jeunesse et pour l'éternité. C'est désormais une réalité à l'échelle de la cellule. Là, bien sûr, c'est un instant assez fabuleux. On en a quelques-uns dans la recherche, dans une vie, où on a cette étincelle qui nous fait penser qu'on est sur le bon chemin. On se retrouve souvent autour du microscope à discuter et à imaginer ce qu'on va pouvoir faire maintenant. La suite, c'est de tester et contrôler les effets de cette cellule reprogrammée dans notre organisme. Alors, donc ça, c'est la dernière manip. On espère bien sûr un jour pouvoir utiliser ces cellules sur des patients et montrer que ces cellules rajeunies ont un effet positif sur régénérer un tissu. Pour l'instant, on sait rajeunir des cellules, mais il faut encore vérifier qu'on va rajeunir un tissu. Et ça, c'est une des étapes importantes qui reste encore à démontrer.
Grâce à la médecine et en adoptant un mode de vie adéquat, nous pouvons nous protéger contre certains effets du vieillissement et repousser la survenue de pathologies qui précipitent la fin de vie. Demain, le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer ne seront peut-être plus des fléaux de ce monde. Mais pourrait-on imaginer rajeunir tous les tissus, tous les organes, bref, mener l'être humain vers la jeunesse éternelle? Aujourd'hui, le record est de 120 ans, un peu plus de 120 ans. On peut imaginer que dans un avenir assez proche, on puisse atteindre 150 ans. Fixer la longévité maximum de l'espèce humaine, c'est une vue de l'esprit. Je crois que la seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la croissance de l'espérance de vie est quelque chose qui ne se ralentit pas. C'est-à-dire que l'on gagne voilà, tous les 3 ans, tous les 4 ans, une année d'espérance de vie, et ça ne se ralentit pas. Jusqu'où ça ira, on n'en sait rien. Il y a une très jolie phrase que j'ai eue quand j'étais jeune dans un roman de quelqu'un qui est mort trop tôt, lui, à la guerre de 39-40, qui était Paul Nizan. Et Paul Nizan, dans La Conspiration, il dit cette jolie phrase « Les grands-parents sont les nourriciers du cœur ». Ah, c'est joli ça, parce que les parents, ils n'ont pas assez le temps d'être les nourriciers du cœur. Alors c'est les grands-parents qui sont les nourriciers du cœur. Il est souhaitable, et nous le savons tous, que des petits-enfants aient des grands-parents. Et si ces grands-parents peuvent les accompagner jusqu'à l'âge adulte et pas mourir quand ils ont 8 ou 10 ans, ben, c'est pas plus mal. Il faut surtout, quand vous mangez, il faut surtout bien mâcher. Un aliment qui est bien mâché, il est déjà à moitié digéré. Hein? Il y en a qui mangent trop vite, ils avalent trop vite. Alors, voilà, je sais pas.